Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 9e semaine du dispositif Reconstruire ensemble. Le thème aujourd'hui est Face à la défiance, réinventer la démocratie. Et pour en parler, nous accueillons Yann Algan, qui est économiste à Sciences Po et grand spécialiste du sujet. Et vous êtes connu notamment depuis la publication de votre livre La société de la défiance, comment le modèle social français s'autodétruit, publié en 2007 avec Pierre Cahuc. Monsieur Algan, je vous laisse la parole pour nous exposer à la fois votre analyse de cette crise et puis vos impressions. Je vous en prie. Très bien, merci beaucoup Aurélien. Bonjour à tous et très heureux de participer à ce Facebook Live avec vous tous. Moi, ce que je vous propose, c'est très modestement de vraiment partager avec vous le résultat d'études qu'on a menées sur les déterminants du malaise démocratique et puis surtout du vote anti-système avant la crise sanitaire, mais aussi de pouvoir partager avec vous à la sortie de cette crise pourquoi est-ce que la défiance a pu aussi se renforcer dans un certain nombre d'institutions. Et comme la thématique est autour de la confiance, je vais essayer de prendre la confiance un peu comme fil rouge pour essayer de comprendre le malaise démocratique actuel. Donc, et j'aimerais juste préciser quelque chose, je vais essayer d'être court, voilà, de ne pas dépasser 20 minutes, et puis aussi de ne pas être prescriptif. Je pense que sur les solutions, peut-être qu'on pourra en reparler au moment des questions, mais les solutions, c'est vraiment à vous tous de les construire. Moi, je vais essayer juste de partager à mon humble niveau le constat. Le premier point d'entrée, pour essayer de comprendre cette montée des forces anti-système ou des populismes et de la remise en question de notre cadre démocratique, c'est essayer de vraiment distinguer quels sont les grands facteurs. Est-ce que on a d'ailleurs des grands facteurs économiques ou est-ce qu'il y a un malaise démocratique plus général et qu'il faudrait approfondir? Et pour répondre à cette question, on a mené une étude notamment avec Daniel Cohen, Martial Foucault et Elisabeth Beslay dans un livre qui s'appelle Les origines du populisme, qui est sorti l'année dernière, avec une enquête vraiment au long cours sur des centaines de milliers de citoyens, non seulement en France, mais aussi en Europe, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Et on a trouvé, avec une analyse vraiment fine de l'ensemble des citoyens qui votent pour les partis anti-système, deux grands facteurs. Le premier facteur, colossal, c'est les risques économiques. C'est clair, les personnes qui sont le plus dans des risques économiques sont beaucoup plus enclines à voter pour des partis anti-système. Donc, qu'il s'agisse de France Insoumise ou Rassemblement national en France, ça peut être le mouvement 5 étoiles ou la Ligue en Italie, où on retrouve le même phénomène en Allemagne et en Angleterre. Et les risques économiques, ils ont été extrêmement nombreux. Ils ont commencé par la crise financière. On a eu aussi, au-delà de cette crise financière, une vraie transformation, non seulement en termes de polarisation des emplois avec la révolution numérique. On a eu aussi la mondialisation et des échanges qui a détruit énormément d'emplois, en particulier parmi les classes populaires, et puis qui a creusé des inégalités ou qui a conduit à une stagnation des revenus qui explique une grande partie du vote anti-système. Et je tiens à souligner que la crise sanitaire actuelle est aussi une crise économique très forte. Pour le moment, on n'en voit pas encore les conséquences complètes parce qu'il y a eu des dispositifs de chômage partiel très importantes en France. Mais les Français qui ont été mis un peu sous cloche d'une certaine façon ou sous perfusion vont faire face à des risques économiques à la rentrée et des licenciements qui vont nécessairement encore plus approfondir cette crise de légitimité. Donc, la crise économique, les risques économiques sont vraiment un facteur premier pour comprendre les votes anti-système, la défiance dans les institutions, plus particulièrement. Et ça explique la défiance dans les institutions parce que nous, experts, et je me mets dedans, je suis professeur d'économie, on a été incapables d'apporter des réponses pour protéger les citoyens face à ces risques. Donc je pense que là, dans toutes les études qu'on montre, c'est que les personnes les plus à risque économique se défient des institutions, se défient des gouvernements,
parce que ces gouvernements n'ont pas réussi à bien les protéger avec des dispositifs adéquats. Et donc, si on veut refonder la confiance dans les institutions et dans les gouvernements, il va falloir vraiment réfléchir à la façon dont on arrive à protéger les populations face aux risques économiques ou aux risques sanitaires maintenant dans nos contextes. Maintenant, le deuxième point, c'est que les risques économiques ne suffisent pas à expliquer les votes anti-système ou surtout les votes populistes. Bien sûr, ça explique la défiance dans les institutions, mais il y a un autre facteur qui explique le vote populiste, c'est la confiance dans les autres, c'est le niveau de solidarité. Et là, la confiance dans les autres, c'est un facteur vraiment clé si vous voulez comprendre vraiment le partage des eaux entre les votes pour les forces anti-système de gauche et les forces anti-système de droite. Par exemple, dans le cas de la France, France Insoumise ou Rassemblement National. Ce qu'on montre dans l'ensemble de nos recherches, c'est que les électeurs ce que je vais appeler populistes, donc vraiment des forces anti-système de droite, qu'il s'agisse du Rassemblement National, qu'il s'agisse de la Ligue, qu'il s'agisse de l'AfD, qu'il s'agisse de Trump ou qu'il s'agisse de Johnson en Angleterre, sont des électeurs qui non seulement se défient des institutions, mais qui se défient aussi des autres plus généralement. Lorsqu'on pose la question toute simple, en règle générale, est-ce que vous pouvez faire confiance à une personne que vous rencontrez dans la rue ou non, les électeurs de Macron vous répondent avec un très très haut niveau de confiance, mais les électeurs de France Insoumise font aussi confiance aux autres. En revanche, les électeurs de Marine Le Pen ont un niveau de défiance dans les autres, pas uniquement dans les autres en général, mais aussi dans leurs voisins, dans leur famille, qui est très élevé. Et derrière ce problème de défiance, c'est pas juste une question psychologique, c'est plus une question aussi de rapport blessé à autrui, de solitude sociale, qui est extrêmement marquée dans nos sociétés post-industrielles. Et en ce point, je fais juste un petit aparté pour être sûr de bien situer le propos sur cette problématique un peu de défiance vis-à-vis des autres, de solitude sociale. En mentionnant des travaux, vous aviez un grand sociologue qui s'appelait Durkheim qui essayait d'expliquer le suicide au début du XXe siècle. Le suicide qui peut sembler être une action psychologique et individuelle, mais qui disait mais pas du tout. Les gens se suicident en général dans une anomie sociale le 24 décembre lorsque tout le monde fait la fête et que sont seuls. Et il se trouve que cette solitude sociale, c'est vraiment quelque chose qui marque, qui caractérise les électeurs de l'ensemble des partis populistes de droite, qu'il s'agisse de Trump, qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou de la Ligue. Et cette solitude sociale, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique à nos sociétés post-industrielles. La crise du Covid, d'une certaine façon, peut accélérer ce système. Pourquoi ? Parce que les sociétés industrielles pouvaient être des sociétés, bien sûr, avec beaucoup d'inégalités. Vous pouviez avoir des rapports avec une aliénation, des rapports très verticaux au sein de l'entreprise. Mais au moins, vous aviez des lieux de socialisation. Le monde ouvrier partageait, bien sûr, des grèves, des luttes, mais partageait aussi des espoirs. On pouvait parler de monde ouvrier. Les entreprises, maintenant, d'une certaine façon, dans les secteurs de services, n'existent plus. Vous avez beaucoup de personnes qui exercent des métiers de façon très autonome, très individuelle, et ça s'est manifesté lors du mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez que les principaux leaders des Gilets jaunes, ou ceux qui étaient vraiment surreprésentés, c'était des aides-soignantes, et les aides-soignantes dans le privé, des personnes qui, pas dans des hôpitaux, mais des personnes qui font à chaque fois 1 heure de voiture seule entre chaque lieu de consultation, ou alors la profession des routiers aussi était extrêmement représentée. Donc dans les sociétés de services post-industrielles ou dans les sociétés numérisées, et donc là, si on bascule dans un capitalisme numérique à tout crin, c'est une véritable inquiétude. La solitude sociale nourrit une défiance vis-à-vis des autres et mine vraiment nos démocraties. Il y a un autre point qui est très lié à nos sociétés post-industrielles, c'est aussi le fait que les territoires se sont désindustrialisés. Et vous avez eu, d'une certaine façon, une solitude aussi sociale avec une absence de services publics, une absence de lien social qui était extrêmement forte. Et de la même façon, qu'il s'agisse des électeurs des territoires, dans les territoires reculés des États-Unis ou pour Trump ou le mouvement des Gilets jaunes, on a retrouvé à chaque fois des territoires où non seulement les services publics
avait disparu, mais aussi où le simple lieu de socialisation tel que le café avait disparu. On a fait une note pour ça dans le Conseil d'analyse économique auquel je vous renvoie sur les sources du mal-être dans les territoires, et on montre que la disparition d'une supérette ou du café du coin a un impact tout aussi négatif sur le bien-être des populations qu'une perte de revenus qui serait l'équivalent de 1000 euros. Donc, vous voyez, on est à un mois, un peu plus d'un mois de salaire pour le revenu médian. Donc voilà, je pense que si on veut vraiment bien comprendre cette montée des forces anti-système, il est vraiment important de bien distinguer la défiance dans les institutions nourrie par les risques économiques et puis une défiance plus large dans les autres qui est extrêmement liée à la solitude et qui amène à des réponses vraiment plus larges en termes de politique publique. Et il ne suffira pas, si vous voulez, de lutter contre les inégalités pour pouvoir lutter contre cette solitude. Il y a toute une réflexion sur, premièrement, sur replacer le citoyen au cœur du processus démocratique. Donc là, il y a une vraie question sur les initiatives citoyennes, sur la façon dont on redonne la parole aux citoyens. Il y a une vraie question aussi sur le fonctionnement de l'État, et ça, je prends le cas de la France en particulier sur la question de la crise sanitaire. Ça me permet de faire une incise et une transition sur quels sont un peu les éléments nouveaux à l'aune de la crise sanitaire. L'élément nouveau, c'est que tout d'abord, cette crise a renforcé encore plus la défiance dans le gouvernement en France, mais pas tellement dans les autres pays. Vous voyez, donc il y a quand même une spécificité française. Merkel a énormément bénéficié d'une certaine façon de cette crise. Même Johnson en a bénéficié. Alors bon, Trump, je le mets vraiment à l'écart, mais il y a quand même une spécificité française sur la façon dont on se défie de la parole du gouvernement, dont on se défie des experts, dont on se défie des scientifiques. Alors, l'une des explications, c'est peut-être que la France partait d'un niveau de confiance, de toute façon, dans les institutions beaucoup plus bas déjà que ces autres pays. Mais vous voyez, on est dans des écarts vraiment colossaux. La confiance dans le gouvernement, elle est de l'ordre de 30% pour gérer la crise. Du côté de Johnson ou même de Merkel, on est plus de 70%. Et lorsque vous demandez aux Français, on a lancé un dernier baromètre sur la confiance politique ou un baromètre sur la confiance des Français avec le Cevipof, lorsqu'on interroge les Français sur leur sentiment que les efforts ont été partagés par tous tout au long de cette crise, 50% des Français vous disent oui, il y a eu énormément de solidarité, les efforts ont été partagés, c'est ceux qui applaudissent aux fenêtres tous les soirs à 20h. Mais l'autre partie de la population vous dit que non, les efforts ont été extrêmement inégalitaires. Vous avez une France avec un tiers qui s'est rendu sur leur lieu de travail, un tiers en chômage partiel et puis un tiers qui était en télétravail. Ça n'a pas été facile pour le télétravail. Pour ceux qui ont eu des enfants, vous savez à quel point ça a été compliqué, mais c'est sûr que ce n'étaient pas les mêmes conditions que ceux qui allaient sur leur lieu de travail ou ceux qui se sont retrouvés en chômage partiel. Donc, il y a un niveau de fracture sociale, un fait sociétal total à l'aune de cette crise qui est quand même assez spécifique à la France. Si on veut le résoudre, au-delà des grands traits que j'ai partagés sur les questions de solitude dans les sociétés post-industrielles, je pense que cette crise, elle souligne tout d'abord un vrai problème du fonctionnement de notre État. Je crois qu'on a perdu notre identité entre un État qui au départ était très jacobin, très centralisé, et puis une décentralisation de la décision ou un millefeuille territorial au bout duquel on n'a pas été comme processus. On est à notre 3e loi de décentralisation, d'innovation démocratique ou d'expérimentation sur les territoires. Mais vous voyez, le fait qu'à un moment donné, on ait voulu gérer les questions de logement ou de transport public à Lyon depuis Paris, ça aboutit à des dysfonctionnements extrêmement importants. Le fait qu'il y ait eu une multiplicité d'acteurs sur la question de la santé entre les AERS, les hôpitaux, les processus de santé,
c'est pareil. Et on a vu aussi toute la côté un peu hiérarchique de la France dans son mode de fonctionnement qui ne fonctionne pas. D'une certaine façon, les hôpitaux, les différents médecins ou les personnels soignants étaient beaucoup plus au courant de la diffusion de l'épidémie que les directeurs d'hôpitaux eux-mêmes en discussion avec l'ARS parce que on manquait de discussion. Donc là, je pense que la question de la déconcentration, de la décentralisation, de redonner de l'initiative au niveau local, au niveau territorial, est vraiment quelque chose de fondamental. Il y a une autre question qui s'est posée à l'aune de cette crise, c'est que la mise en cause de la parole du gouvernement, des scientifiques ou des experts est très spécifique à la France. Et je pense que ça pose une question de la représentativité de nos experts et de la représentativité des élites. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on pourra reparler, mais sur la question de la formation, déjà de la formation dès le premier âge sur la connaissance de nos démocraties, d'une culture citoyenne, de la confiance dans les autres, comment est-ce qu'on développe des méthodes pédagogiques pour renforcer la coopération dès le plus jeune âge. Mais ça pose aussi vraiment la question du manque de représentativité de nos élites, en particulier dans les grandes écoles, aussi, pas uniquement d'un point de vue social, mais d'un point de vue territorial. Et donc ça, c'est un vrai chantier. Et puis, je pense que cette crise nous a aussi montré l'importance de pouvoir aussi faire confiance aux citoyens. Je ne veux pas être trop polémique, mais force est de constater qu'on parle beaucoup de la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions, mais il y a une très forte défiance aussi des institutions, des experts ou des gouvernements vis-à-vis des citoyens. Et je pense que c'est aussi un problème en France. Vous avez eu 2 pays où les restrictions dans les déplacements ont été les plus importantes, c'est la France et l'Italie. Pour quelle raison ? Oui, parce qu'on sent que dans ces pays, le niveau de cohésion sociale est peut-être plus fracturé. Donc on a eu des appréhensions sur la capacité des citoyens à s'auto-réguler et à trouver des formes de régulation sociale et à respecter les règles. Donc on a été extrêmement infantilisant dans les règles, avec vos bons de sortie, à la moindre chose, à la moindre sortie, il fallait pouvoir se justifier. Sachez que de nombreux autres pays, et je ne parle pas uniquement du Danemark ou de la Suède, je parle aussi de l'Allemagne, je parle des Pays-Bas, je parle de l'Angleterre, je parle même aussi du Portugal et de l'Espagne, les gouvernements ont été moins infantilisants. Et ce divorce entre les experts, les responsables et les citoyens ne pourra être comblé que s'il y a une confiance beaucoup plus importante qui est faite aussi aux citoyens. Et cette confiance, ça veut dire aussi placer le citoyen au cœur du système. Donc là, il y a énormément de propositions. Je pense que vous réfléchissez tous à ces propositions à l'aune de la consultation citoyenne dont on va connaître les résultats aujourd'hui. Comment est-ce que les experts ou les responsables peuvent co-construire l'ensemble des solutions avec les citoyens? C'est clair que nos formes démocratiques habituelles sont à bout de souffle, d'une certaine façon, pour pouvoir appréhender des crises aussi radicales que celle du changement climatique ou d'une crise sanitaire mondiale. Et donc, il va vraiment falloir réfléchir à des nouvelles formes de représentation, qu'il s'agisse soit de tirage au sort, soit de représentation par quota, soit de consultation citoyenne beaucoup plus importante. Là, c'est vous qui allez apporter des solutions, mais en tout cas, placer le citoyen au cœur du système est vraiment crucial pour pouvoir restaurer la confiance aussi des citoyens vis-à-vis des institutions. Voilà, je m'arrête là parce que mes 20 minutes se sont écoulées et je suis impatient de pouvoir échanger avec vous en lisant vos questions. Alors, le grand inconvénient de ce Facebook Live, c'est que je ne vous vois pas, mais je lis au moins vos questions. Avec une première de Audrey qui nous dit « J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus pessimiste dans notre pays qui est pourtant une des plus grandes économies du monde que dans des endroits bien moins développés. Sommes-nous trop exigeants? Est-ce causé par une idée que nous déclinons dans le monde ?» Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Oui, effectivement, il y a un pessimisme plus important en France, un pessimisme qui a été aussi très lié, bien sûr, au sentiment de décadence potentielle de la France, mais je pense qu'il a été marqué aussi
depuis la Seconde Guerre mondiale. Je pense que la France a été très marquée par l'histoire de la cohabitation, après par un État qui s'est reconstruit dans une France qui était fracturée au lendemain de la guerre mondiale, un État qui a centralisé énormément et qui a laissé très peu de place aux corps intermédiaires et que ce soit aux syndicats ou plus généralement à la société civile pour reconstruire notre économie. Mais je pense que surtout ce qui est spécifique à la France, c'est que ce qui a construit la France, c'est l'État. Vous voyez, on est quand même le seul pays où c'est l'État qui a créé la nation. Donc à partir du moment où la défiance commence, où l'État, on a l'impression que l'État ne tient plus ses promesses, oui, le pessimisme et la défiance est beaucoup plus importante que dans un pays comme l'Allemagne qui n'a jamais fait cette promesse-là ou dans un pays comme les États-Unis. Donc là, il y a une vraie spécificité française. J'ai une autre question sur l'élément de Mehdi qui demande quel élément le plus structurant pour expliquer cette défiance. Alors certains nous parlent de fracture territoriale, d'autres de corporatisme. J'ai pas de réponse miracle à votre question, Mehdi. Je pense qu'il y a un élément qui est partagé par tous les pays. Vous voyez, la montée des... moi, lorsque j'ai écrit le livre sur la société de défiance, la défiance dans les institutions était beaucoup plus importante en France que dans tous les autres pays. Lorsqu'on a écrit Les origines du populisme avec Daniel Cohen et Elisabeth Besté et Martial Foucault, donc l'année dernière, donc près de 10-15 ans après, force était de constater que les populismes avaient monté dans tous les pays, que cette défiance a été généralisée, en particulier la défiance dans les institutions. Donc là, ce n'est pas un fait qui est spécifique à la France. Comme je vous le disais, tous les pays ont été marqués par ces risques économiques, par la montée des inégalités, par la mondialisation, par la société numérique. Tous les pays ont été marqués par l'incapacité d'un certain nombre de gouvernements à bien protéger nos citoyens. De la même façon, tous les pays sont marqués par cette société post-industrielle où la solitude sociale est un fait vraiment structurant et marquant. En revanche, je pense que ce qui fait vraiment la spécificité de la France, c'est qu'on est parti d'un niveau de confiance dans les institutions et une confiance dans les autres beaucoup plus faible. Et c'est lié, selon moi, pas uniquement à des questions de corporatisme, mais au fait qu'on a eu un système qui fonctionnait de façon très hiérarchique. On a une hiérarchie dans le fonctionnement de l'école. On a fait énormément de... Alors, il y a eu beaucoup de réformes, et le ministre de l'Éducation a mis en place un certain nombre de réformes sur ce point. Mais vous voyez, si on prend les méthodes pédagogiques, par exemple, et qu'on les compare entre pays, et vous interrogez les élèves combien de temps vous passez à travailler en groupe ou sur des projets plutôt que passer du temps à prendre des notes au tableau en silence, la France, dans toutes les comparaisons internationales, je ne sais pas si vous connaissez cette enquête PISA, une grande enquête de l'OCDE pour les élèves âgés de 15 ans, 70% des élèves français à 15 ans vous disent passer l'entièreté de leur temps à prendre des notes au tableau en silence. Et les 2 tiers vous disent n'avoir jamais travaillé au cours de leur scolarité sur des projets collectifs ensemble, dans des filières générales en particulier. Donc ça, c'est un système, c'est sûr que dès l'éducation, on a un système relativement hiérarchique ou vertical, un système vertical que l'on retrouve aussi dans le fonctionnement de nos entreprises. On a mené énormément d'enquêtes internationales sur les méthodes de management, et les méthodes de management en France sont en général plus verticales, et un processus plus centralisé et plus vertical aussi dans le fonctionnement de l'État, et c'est pour ça que des solutions sur la décentralisation, l'expérimentation au niveau local sont quelque chose de très important. Et ça rejoint une question de Lucie qui demande, en disant que voilà, d'un côté, des personnes veulent s'impliquer davantage dans la démocratie et pour eux, il faut avoir des nouvelles solutions. De l'autre, il y a toujours ceux qui ont complètement décroché. Comment on les rattrape cela? Faut-il passer par le niveau le plus proche du terrain, c'est-à-dire le local, le maire? Et donc là, c'est un point vraiment fondamental que soulève Lucie, parce que ça fait écho à une vraie différence dans les niveaux de confiance qu'ont les Français vis-à-vis du pouvoir central par rapport aux maires. La confiance dans les maires est très élevée.
Dans les dernières enquêtes qui ont été faites à Sciences Po par les Civipof sur les baromètres de confiance ou sur les enquêtes municipales, on trouve à peu près 70%, 80% de confiance dans les maires, alors que la confiance dans les personnes qui sont plus éloignées, dont le pouvoir semble beaucoup plus distant, est juste de 30 ou 35%. Donc oui, revenir à un niveau local, c'est vraiment très important. Maintenant, revenir à un niveau local, ça veut dire aussi de pouvoir vraiment clarifier quels sont les domaines de compétences et les domaines de responsabilité des maires ou de l'intercommunalité. Et là-dessus, force est de constater qu'on a vraiment un vide. Ça renvoie à la question du millefeuille territorial. Bien sûr, revenons, expérimentons au niveau local, donnons plus de droit à l'innovation, de droit à l'initiative citoyenne au niveau local, mais encore faut-il qu'il y ait des marges de manœuvre au niveau local et des démarches de responsabilité au niveau local. Donc ça, ce sera, je pense, un chantier extrêmement important. Force est de constater que les partis populistes sont énormément sur ce créneau, en disant luttons contre les métropoles, allons à un niveau territorial. Et d'ailleurs, la crise sanitaire a montré l'importance et les potentialités d'avoir des activités qui se relocalisent dans les territoires. Je pense que les démocrates ont énormément de réponses aussi à apporter sur ce point, parce que c'est lié non seulement à la responsabilisation citoyenne à un niveau local, mais aussi à un développement économique au niveau local, aussi à un niveau de service public au niveau local, et puis aussi à des questions écologiques qui sont un point central aussi sur la confiance qu'on peut avoir dans nos gouvernements sur leur capacité à protéger des risques. Les risques sanitaires, les risques écologiques sont cruciaux, et on voit bien que l'une des solutions maintenant passe par des circuits courts à un niveau local. Alors, j'ai énormément de questions, je suis navré si je ne peux pas y répondre. Voilà, donc Françoise posait un peu la même question sur le fait que la mondialisation a conduit à une décentralisation, un décentrement des prises de décision, et donc ça nous paraît vraiment très, très loin. J'ai une question de Patrick qui dit comment est-ce que le numérique peut jouer en faveur ou en défaveur de la confiance dans nos démocraties? Alors, là-dessus, il n'y a pas de réponse évidente. Je dis ça vraiment très, très simplement parce que vous voyez que le numérique peut être utilisé aussi sous forme de fake news, peut être sur des problématiques de contenu beaucoup plus haineux, ou avec des groupes qui sont beaucoup plus auto-centrés sur des problématiques de complotisme. On l'a vu lors d'élections, en particulier aux États-Unis, on l'a revu aussi au moment du Brexit. Donc, un numérique qui est utilisé de façon vraiment efficace, avec plus de transparence, avec plus de connectivité, qui permettent aussi d'avoir un relais d'information beaucoup plus efficace, oui, bien sûr, c'est une grande opportunité. Je pense aussi qu'une opportunité, c'est de pouvoir aussi développer des emplois à un niveau local. On a vu à quel point l'une des promesses qui a été, si on doit parler de promesses proposées par cette crise sanitaire, c'est qu'on a un développement du télétravail qui est vraiment conséquent. Est-ce que c'est l'avenir? Très sincèrement, je ne sais pas vous, mais moi je suis épuisé par les apéros Zoom, je suis épuisé par le yoga et le pilate à distance, et puis par l'école à la maison à écrire à chaque fois. Juste avant de vous consulter, j'étais en train de faire des rosaces pour mon fils. Donc, et puis plus généralement, je crois qu'on a besoin, pour créer de la confiance, on a besoin de contacts physiques, on est des êtres sociaux. Je crois que la fin du confinement a montré à quel point les Français, l'une des premières choses qu'on a voulu faire, c'était revoir nos familles, revoir nos amis, aller à des terrasses de café. Et c'est un point que j'ai déjà abordé, les lieux de socialisation en chair et en os dans les territoires sont quelque chose de crucial pour développer la confiance dans les autres. Aurélien, vous me dites si j'ai encore, si je peux le temps de répondre encore à une question ou pas? Alors, j'ai une question. Je vais vous répondre par exemple à deux questions, parce que j'ai une question plusieurs questions qui me disent, par exemple, de Marc en disant comment est-ce qu'a évolué la confiance des Français dans leur pays, dans leur système politique au fil du temps? Est-ce un phénomène nouveau depuis la fin des 30 Glorieuses? Moi, ce que j'ai. Et puis, j'ai d'autres questions, plus de la part, par exemple, de Renaud,
de la même façon de Françoise ou de Jacqueline en disant mais est-ce que des pays ont réussi à reconstruire la confiance? Donc, première chose, toutes ces questions ont un trait en commun, c'est que la confiance, c'est pas un trait culturel. C'est quelque chose qui peut se détruire, mais c'est quelque chose aussi qui peut se construire. Donc, on a mené des enquêtes au très long cours sur l'évolution de la confiance. Les Français n'étaient pas nécessairement plus défiants que les autres vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'économie. Au début du XXe siècle, par exemple, les pays qui étaient les plus conflictuels sur les relations de travail, c'était les pays nordiques. Au début, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est le moment de la grande famine dans les pays nordiques, et c'est là où vous avez eu toutes les migrations des Suédois, des Danois que vous retrouvez maintenant en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et vous avez eu par exemple au Danemark en 1898, pratiquement la moitié de l'année a été une année de grève et de très très fortes tensions. Ce qui a marqué la France, je pense, je reviens à ce point, c'est la première marque un peu indélébile, ça a été la Seconde Guerre mondiale avec la faillite de nos élites, c'est l'étrange défaite, c'est la collaboration, et ça a vraiment rompu la confiance des Français dans leurs entreprises, dans leur État, et d'une certaine façon, la période 4e, 5e République a essayé de reconstruire la confiance dans les institutions, mais en revanche, la confiance dans les autres a été beaucoup plus longue à reconstruire. Maintenant, les 30 Glorieuses, ça a permis, comme il y avait un peu du grain à moudre, il y avait une prospérité, il y a eu un pacte. Il y a eu un pacte entre vous nous donnez, on accepte d'une certaine façon la société capitaliste, mais en échange, on a l'État-providence et on a une démocratie qui arrive à fonctionner. Alors bien sûr, il y a eu la guerre d'Algérie, bien sûr, il y avait une opposition avec un parti communiste très fort, mais il y avait quand même des institutions solides grâce aussi à la croissance économique. Et ce pacte faustien, d'une certaine façon, il a volé en éclats avec la crise financière. La crise financière, c'est vraiment quelque chose de très marquant, a détruit énormément. On avait déjà eu un peu un signe avant-coureur sur cette rupture avec le référendum pour l'Europe, mais la crise financière, ça a vraiment été une vraie rupture sur la capacité à répondre à des problématiques chroniques de chômage, de risques. Et les êtres humains sont beaucoup plus sensibles aux risques qu'au niveau du taux de chômage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'avoir un niveau de taux de chômage élevé, c'est une chose, mais que tout d'un coup le taux de chômage explose, que tout d'un coup le niveau des inégalités explose, la variation, ça a énormément insécurisé les Français, et là, ça a vraiment détruit la confiance dans les institutions. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut remédier? Ben oui, et j'ai envie de dire que c'est à vous d'y apporter aussi des réponses. On a énormément d'initiatives locales qui montrent que, par exemple, dans le domaine de l'éducation, des méthodes pédagogiques adaptées pour pouvoir développer les compétences sociales des jeunes dès le plus jeune âge, leur capacité de socialisation, plutôt que d'insister uniquement sur les compétences académiques, ça a un impact très très fort sur la confiance, sur la collaboration, sur la citoyenneté. De la même façon, on a énormément d'expérimentations, d'initiatives locales sur la citoyenneté, montrant que donner plus d'autonomie, plus de voix aux citoyens, ça peut avoir un impact décisif sur l'adhésion aux démocraties. Et de la même façon, dans le domaine de l'entreprise. Donc oui, ce n'est pas une tare culturelle, ça demande juste de proposer, de se pouvoir rassembler des forces démocratiques pour pouvoir vraiment reconstruire notre démocratie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Est-ce qu'on est dans les temps? Parfait. Je vous laisse conclure. Merci Yann Algan beaucoup pour ces éclairages. Merci aux internautes et aux adhérents pour leur implication et pour leurs questions. La réflexion continue. On se retrouve la semaine prochaine pour notre 10e et dernier thème intitulé Liberté, solidarité et nouveaux usages, quel avenir numérique pour la France et l'Europe? Un sujet de plus passionnant. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci, au revoir à tous.